Bonsoir à tous. Le sujet, c'est choisir ses croyances et croire en ses choix. Non. Je vais vous présenter déjà Paul Pironnet, qui est auteur, conférencier, enseignant PNL, qui a transformé des milliers de personnes, enfin, il a aidé des milliers de personnes à changer leur vie et orchestrer de réelles transformations positives dans leur vie. Et Aubert Halal, psychologue clinicien, auteur, conférencier aussi, passionné par la philosophie, la psychologie et les spiritualités. Il est fondateur de l'école des apprentissages. C'est une école qui permet d'étudier et d'expérimenter toutes les sagesses du monde. Ces deux hommes ont beaucoup de points communs, comme avant tout être passionnés par l'humain et le développement du potentiel humain en général. Paul, je te remercie d'avoir accepté notre invitation et je voulais que tu te présentes toi-même, s'il te plaît. D'accord, avec plaisir. Merci à tous les trois, parce que vous êtes trois à m'accueillir, Carole, Aubert et puis toi, Michel, dans cette belle institution, l'école des apprentissages. Je trouve ça superbe comme nom. Alors, qui suis-je? Moi, je suis d'abord un être passionné par l'évolution personnelle. Je baigne dans ce métier, on va dire, puisque je suis formateur. Effectivement, je fais aussi des conférences, mais je forme et accompagne on peut dire aujourd'hui des centaines de personnes chaque année par le biais de mon institut qui s'appelle Paul Pironnet Institut, qui siège à Lyon. Et ce qui m'anime, moi, dans la vie, c'est la transformation personnelle. Donc, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont donc un peu en évolution, en se posant des questions. Ça commence par là, en général, à se poser des questions sur une vie, parce que parfois la vie nous confronte à des situations dans lesquelles on ne se retrouve plus vraiment dans ce à quoi on aspirait au départ. Et donc, du coup, c'est ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, c'est d'accompagner ces personnes. Et pour la plupart d'entre elles, au fil des cursus de transformation personnelle, beaucoup, 70% d'entre eux, ensuite évoluent vers des carrières, en général, de formation, d'accompagnement, de coaching, que ce soit auprès des individus ou parfois dans le monde de l'entreprise. Donc, voilà, ça, c'est mon métier. Au-delà de ça, j'ai la particularité d'être né en communauté. Et donc, du coup, très jeune, j'ai été fortement influencé. Je suis né dans une communauté qui a été fondée par un homme qui s'appelle Lanza Del Vasto, qui a vécu notamment en Inde avec Gandhi pendant la libération de l'Inde et qui a été on pourrait dire des pionniers, en tout cas en France, des mouvements non violents. Et si je parle de ça, c'est parce que très jeune, il y a deux choses qui ont probablement très fortement marqué ma vie et par conséquent ma carrière. La première, c'est l'ouverture à la différence, parce que vivre en communauté, c'est parfois compliqué. C'est plus compliqué que vivre en société, parce qu'on est évidemment entouré de gens qu'on n'a pas forcément choisis. Et donc, ça amène à beaucoup de travail d'écoute, de prise en considération. Alors, je ne m'en suis pas trop rendu compte quand j'étais petit, parce que je suis né un peu dans la marmite, mais plus tard, je me suis rendu compte à quel point cette dimension-là était importante. Et puis, la deuxième chose qui va aussi beaucoup, je pense, marquer ma vie, c'est le fait d'être très jeune, entouré de personnes qui étaient là par choix, par conviction, en fait. Ce qui veut dire des personnes qui avaient parfois quitté des postes ou des fonctions assez confortables pour suivre finalement leur cœur, pour suivre une volonté de participer à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et cette notion de cohérence entre ce à quoi j'aspire et comment je construis ma vie, que ce soit sur le plan personnel, familial, social, professionnel, c'est vraiment la deuxième chose qui a toujours marqué et qui a toujours été très importante pour moi. Voilà, donc c'est deux sphères qui ont coloré, je pense, toute ma carrière. Moi, je ne veux pas être trop long parce que… Oui, merci Paul. J'aurais voulu maintenant qu'Aubert se présente également au nom d'Aubert et de son école. Voilà, donc je m'appelle Aubert Halal. Aubert, c'est mon prénom. Alors, mon parcours, c'est le suivant. Amoureux de la philosophie pour commencer. J'ai voulu devenir prof de philo, donc j'ai été en fac de philo. J'étais persuadée que la philo, c'était la sagesse. C'était véritablement un moyen de pouvoir trouver un chemin de vie qui puisse nous amener à être bien avec soi-même et avec les autres. Bon, assez vite, j'ai déchanté, enfin, j'ai été quand même jusqu'en master, et puis je me suis aperçu qu'au bout du compte, la philosophie universitaire, c'était une philosophie qui s'appuie essentiellement sur l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire essentiellement conceptuelle, intellectuelle, on pourrait dire, mais que ce n'était pas forcément une source de sagesse, hein, alors que philosophie, ça veut dire Sophia, hein, ça veut dire sagesse. C'était plus, on travaillait sur les concepts, on travaillait sur les raisonnements, mais on ne travaillait pas sur les moyens de se donner véritablement, les moyens de se donner, de pratiquer l'art de vivre. Et donc, j'ai décidé d'arrêter la philosophie, mais bon, j'étais déçu, mais j'ai toujours été quand même amoureux de la philosophie. J'ai découvert ensuite la spiritualité, j'ai fréquenté une association qui s'appelait la Loge Unie des Théosophes. La théosophie, c'est une approche
très particulière. 1875, c'est la naissance de la théosophie. Elle avait comme ambition cette approche d'offrir d'abord à l'Occident les sagesses de l'Orient, parce qu'à l'époque, en 1875, on ne connaissait pas du tout les sagesses orientales. Ça, c'était un des premiers objectifs. Et puis, le deuxième objectif, c'était de favoriser, d'encourager la science comparée des religions, mais plutôt sur la dimension ésotérique et mystique, on va dire, et non pas sur la dimension publique, c'est-à-dire essentiellement rituelle, sectaire, etc. Donc, j'ai très vite été amoureux de la biodiversité, sur le plan de la spiritualité. Dans cette association, on pouvait étudier le bouddhisme, l'hindouisme, chez les chrétiens, le gnosticisme, la kabbale, on voyait des choses comme ça. Et je vais vous en parler tout à l'heure d'ailleurs pendant mon exposé. Et donc, j'ai fréquenté ce mouvement pendant 20-25 ans et j'ai arrêté. Je vous expliquerai pourquoi. Et non, alors tout simplement, j'ai arrêté parce qu'en 90, je suis tombé gravement malade et je me suis aperçu que la sagesse, encore une fois théorique, ne suffisait pas. En tout cas, mon corps m'exprimait clairement son mal-être et il me disait, il y a quelque chose que tu as laissé au bord de la route. Et mon gastroentérologue m'a dit, vous savez, votre maladie, c'est une maladie psychosomatique, c'est-à-dire que si vous travaillez sur vous, vous arriverez certainement comment dire, à calmer les crises. Et si ça vous intéresse, j'ai un psychologue dans l'étage, il peut venir vous voir. À l'époque, je ne m'intéressais pas du tout à la psychologie. Donc, j'ai accepté. Et là, l'aventure de la psychologie a commencé pour moi, l'introspection, le fait d'apprendre à se connaître, etc. Puis, dans la foulée, le développement personnel, la PNL, l'analyse transactionnelle. Et vraiment, je suis tombé très, très amoureux de la psychologie à tel point qu'à un moment donné, j'ai décidé d'en faire mon métier. J'ai commencé par être formateur professionnel, ensuite conseiller en bilan de compétences, ensuite coach. Et puis, en 2004, je commence des études de psycho. Je finis en 2009. Et en 2009, donc, je deviens psychologue clinicien et l'aventure de la psychologie commence pour moi en tant que clinicien, en tant qu'accompagnateur. Voilà, mais en même temps, j'adore vivre des aventures collectives. Donc, je rencontre Étienne Jalin, qui est un grand psychiatre, fondateur de la dynamique émotionnelle, qui, lui, souhaitait créer son école. Je crée avec lui l'Institut de dynamique émotionnelle, qui est une école aujourd'hui qui propose de la thérapie émotionnelle. Et puis, dans 2015, j'ai décidé enfin de créer l'école que j'aurais rêvé, auquel j'aurais aimé participer si elle avait existé, une école qui, à la fois, regroupe mes trois amours, c'est-à-dire la philo, la psycho et la spiritualité. Et je crée donc l'école des apprentissages qui aujourd'hui a 5 ans. Et voilà, qui nous donne l'occasion de nous rencontrer et de connaître Paul. J'en suis très heureux. Merci Aubert. Alors, rentrons dans le vif du sujet, les croyances et choix. L'un d'entre vous, celui qui veut, peut-être Paul, en tant qu'invité, si tu veux démarrer, avec plaisir. Rentrons dans le vif maintenant. Merci. Alors, les croyances, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une croyance? On va peut-être commencer par là. Pour moi, une croyance, c'est en fait un système de référence sur lequel je vais m'appuyer pour évaluer toute chose, que ce soit la qualité d'une chambre d'hôtel, une personne ou moi-même. C'est-à-dire qu'en fonction des références qui ont été les miennes, qui ont été accumulées, eh bien, je vais croire certaines choses me concernant, moi, les autres, le monde, que ce soit à l'égard du potentiel que je peux avoir ou pas dans une situation, et bien sûr de ma capacité à faire ou pas faire certaines choses. En d'autres termes, ce système de croyances, au fond, me pilote en permanence, puisque c'est des références, alors parfois que j'ai apprises et auxquelles j'ai besoin de répondre, parce que j'ai cru que je crois ou j'ai cru que c'est dans ce cadre-là qu'il est bon de fonctionner. Et donc, du coup, je serai attaché à ces références. Et puis, parfois, ces croyances, elles sont évidemment positives pour la plupart, parce qu'elles vont m'aider à grandir. Et parfois, elles vont être un peu limitantes, parce qu'elles vont me limiter. Et ce qu'au fond, ce qui fait une croyance positive ou négative, c'est moins la croyance, mais davantage ce qu'elle va me permettre, ou ce qu'elle va permettre. Alors, de manière générale, comment je définirais une croyance? Mais l'idée, c'est d'interagir aussi avec Aubert là-dessus. Du coup, je te redonne le micro. Oui, d'accord. Je pense qu'on m'entend. Moi aussi, je vais donner, en fait, je ne suis pas très loin de ce que tu penses, Paul. Une croyance, alors d'après la définition courante, c'est une idée ou une opinion qui ne s'appuie pas sur une preuve ou une démonstration. C'est la définition classique. Mais d'un autre côté, tout n'est pas prouvable et ce n'est pas uniquement ce qui est prouvable qui est intéressant.
voilà, il y a, moi, ce que j'ai remarqué, juste pour pouvoir me donner un petit peu la direction de ma réflexion, c'est qu'il y a plein de familles de croyances, hein, et puis il y en a en effet des négatives, il y en a des positifs. Il y a des croyances qui sont des croyances personnelles, des croyances religieuses, il y a des opinions, il y a des idéologies, d'accord? Et voilà, donc qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui fait la différence de tout ça? D'abord, la dimension personnelle ou collective, hein. Il y a des croyances collectives, d'accord, auxquelles énormément les gens adhèrent, et puis il y a des croyances personnelles, et puis il y a aussi à quoi se rattache la croyance. Il y a des croyances qui se rattachent à des autorités. Une autorité, ça peut être une personne, hein, auquel on croit à son enseignement, et puis on croit en lui, mais ça peut être aussi à un livre. Vous voyez, il y a des gens qui accordent une autorité, une valeur absolue à un livre, ça peut être la Bible, ça peut être le Coran, etc. Et à partir de là, ils vont créer, ils vont fonder leur système de croyance. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est pour rebondir par rapport à ce que tu dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est les croyances qui sont en lien avec la notion de confiance. D'accord. Et il y a un lien véritablement entre croyance et confiance. La preuve, c'est que je peux dire « je crois en moi » ou « j'ai confiance en moi ». Je peux dire « je crois en toi » ou « j'ai confiance en toi ». Donc, il y a vraiment un lien, on va voir, entre croyance et confiance. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que justement, dans le supermarché des croyances, il y a des croyances qui sont nazes, véritablement, qui peuvent nous amener, au contraire, à abîmer notre vie, et d'autres qui peuvent nous aider véritablement à embellir notre vie et véritablement qui nous boostent dans la bonne direction. Donc moi, ce qui m'intéresse dans ce supermarché de la croyance, c'est de savoir quelles sont les croyances qui valent la peine d'être vécues, sachant que celles qui valent la peine d'être vécues, c'est celles qui vont produire dans ma vie véritablement un effet bénéfique. C'est-à-dire qui vont m'aider à être en bonne relation avec moi-même et en bonne relation avec les autres. C'est pour ça que là, voilà, je défriche un petit peu le terrain. Et dans ce supermarché, quels sont les critères qui vont m'aider à trouver les bonnes croyances? C'est une question que je me pose. C'est une très bonne question, effectivement. On continuera à avancer ensuite. Je te laisse la parole. Ok, alors du coup, j'ai envie de rebondir à travers tes propos, d'abord parce que je les partage, et ensuite, peut-être pour justement dans cette détection finalement des croyances, puisque c'est peut-être ça la question maintenant, c'est au fond, comment détecter une croyance. Une croyance, c'est une affirmation que je vais lancer, qui est parfois vraie, enfin vraie parce qu'elle peut être évaluée comme étant vraie. Par exemple, je crois que 2 et 2 font 4, et on peut en faire la preuve mathématiquement. Et puis, je peux croire aussi que je suis quelqu'un de bon. Bon, ben, ça, c'est un sentiment, ou que vous êtes quelqu'un de bon. Donc, on voit que là, on a déjà deux champs importants. Il y a le champ plus émotionnel, qui est donc une évaluation. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des situations que j'ai traversées, que je traverse aujourd'hui, que je traverserai demain. Et face à ces situations, ben, je vais tirer des interprétations. Par exemple, si je dis, bah, tiens, hier soir, nous étions au restaurant avec des amis, c'était très sympa. Ben, hier soir, nous étions au restaurant avec des amis, on pourrait dire que c'est un peu factuel. C'était très sympa, c'est quelque chose qui est plus émotionnel. Et donc, dans ma croyance, ben, oui, je crois qu'on était hier, ça c'est une réalité que j'ai vécue, c'était très sympa, ben, c'est une réalité que moi je vis sur un plan émotionnel. Et parfois, ce qui est intéressant, c'est de constater que dans nos croyances, on prend des réalités qui sont en fait des réalités physiologiques, donc des ressentis, pour des réelles réalités. Par exemple, j'aspire, imaginons que je travaille avec Aubert et que j'attends de sa part un coup de fil qui est très important. Et finalement, il ne m'appelle pas. Il devait m'appeler, je ne sais pas moi, demain ou ce soir à 20h, il ne m'a pas appelé. Et là, je peux avoir une réaction qui est me dire, il ne m'a pas appelé, c'est un fait. Et je peux me dire, de toute façon, il n'en avait rien à faire de moi, par exemple. Pourquoi? Parce que si moi, je suis dans une croyance, à ce moment-là, un ressenti qui pourrait m'amener à me dévaloriser régulièrement, eh bien, ce sentiment dans lequel je suis pourrait, à ce moment-là, entraîner une perception, autrement une croyance neuro-émotionnelle, c'est-à-dire une réaction physiologique,
à travers duquel le filtre, je vais me dire, ah ben de toute façon, s'il ne m'appelle pas, c'est qu'il ne pense pas à moi, ou c'est que je ne suis pas important, ou je ne sais pas quoi. Et donc là, on voit que le piège quand même risque de se renfermer sur nous-mêmes, parce que cette interprétation, qui est en fait une croyance, et qui est une réalité que je vis, si par exemple j'ai peur d'aller parler demain en public où je crois que je ne peux pas le faire, eh bien cette croyance, elle est complètement liée au ressenti. Si je ne me sens pas aujourd'hui à la hauteur, par exemple, ou pas digne de recevoir un cadeau ou d'être reconnu pour telle ou telle chose, si je sens que je crois que je ne suis pas fait pour telle chose, ou si, quel que soit l'argent que j'ai amassé, j'ai toujours le sentiment d'en manquer, on voit bien que la croyance neurophysiologique, elle va avoir un impact énorme sur nos comportements et parfois, elle va entraîner évidemment des conséquences qui peuvent être parfois même dommageables. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la première chose, c'est de détecter finalement ces croyances. Quoi de mieux pour détecter ces croyances? Pour moi, c'est d'abord d'écouter ses ressentis et la manière dont nous interprétons en permanence la réalité. Quand je dis la réalité, c'est la réalité qu'on perçoit, c'est-à-dire que ce soit les autres, le monde. Suis-je régulièrement en train d'être dans un propos? Et là, je reprends ce que tu soulignais, Aubert. Est-ce que le propos dans lequel je suis est finalement est un propos qui me sert, qui sert mon environnement, qui valorise mon environnement et qui va me permettre de grandir ou de croire à un champ de possibilités? Ou est-ce que ces croyances, ces ressentis sont plutôt limitants? Ils me limitent moi parce que je ne me sens pas digne d'avancer ou je n'ose pas poser la question ou lever la main parce que je me dis, oulala, qu'est-ce que l'autre va penser, hein? Donc, on voit bien à quel point notre champ d'interprétation intérieure, de ressenti intérieur va être extrêmement puissant en fait dans nos réactions. Donc, il y a ce monde de croyances internes qui repose sur nos ressentis. Et je pense que la meilleure façon de détecter une croyance, c'est d'écouter nos ressentis. Et puis après, de se dire, face à ça, qu'est-ce que je me permets de faire ou de ne pas faire? Est-ce que je me donne l'autorisation de lever la main pour poser une question? Est-ce que je me donne l'autorisation d'aller parler à un inconnu? Est-ce que je me donne l'autorisation de me lancer dans tel ou tel projet? Est-ce que je me donne l'autorisation? Et c'est là que ça devient intéressant de voir comment le facteur émotionnel va évidemment beaucoup impacter sur nos comportements dans notre quotidien. Voilà ce que je dirais un petit peu. Et donc, la manière, encore une fois, de les repérer, c'est probablement pour moi de s'écouter dans son ressenti et surtout dans les propos qui accompagnent nos ressentis. Et parfois, on s'aperçoit qu'on ne fait que répéter des choses qu'on a toujours entendues du passé. Et c'est là qu'on va voir que la croyance, elle s'est effectivement construite, non seulement à travers des expériences, mais à travers des références. Je disais tout à l'heure, ça peut être éducative, hein, par exemple, parce qu'on m'a éduqué, on m'a toujours dit que pour manger à table, il fallait être bien droit, les deux mains sur la table. Et donc, je réponds à cette offre parce que c'est la condition pour, au fond, être accepté autour d'une table quand on est digne d'être dans un repas d'un certain standing, en quelque sorte, et que les deux coudes sur la table, ça ne se fait pas. Et donc, du coup, si je vois quelqu'un le faire, je me dis… ah ben non, c'est pas juste en fait. Et dans ma tête, je vais donc évaluer, donc juger en quelque sorte cette chose en fonction de mes références. Et c'est intéressant de voir quand on voyage un petit peu dans le monde à quel point on a des références extrêmement variées. Voilà. Après, la question, c'est de se dire, est-ce que cette règle au fond dans laquelle je me mets, l'évaluation dans laquelle je suis, ou de l'autre ou du monde, et encore une fois, est-ce qu'elle va permettre un comportement qui, lui, va être plutôt quelque chose de moteur et de constructif? Voilà, donc je trouve que la meilleure façon, encore une fois, c'est de s'écouter peut-être et d'écouter le ressenti et le propos qui entretient ce ressenti. Merci. Je vais rebondir par rapport à ce que tu as dit, parce que je pense que la relation entre croyance et émotion est essentielle, en effet, et c'est important de s'y pencher. Je voulais juste d'abord donner un témoignage personnel sur la façon dont j'ai nettoyé ma vie d'un nombre de croyances incroyables qui m'encombraient et qui ne m'apportaient pas grand-chose. Je m'explique, quand j'étais théosophe, par exemple, j'étais conférencier à l'époque, donc je pouvais être capable de faire des conférences sur l'Atlantide, sur les Lémuriens, sur ce qui passait entre deux incarnations, sur les 7 corps, etc. Mais à un moment donné, je me suis aperçu que je n'étais pas honnête avec moi-même parce que je parlais vraiment comme un perroquet de choses que je n'avais jamais expérimentées. Et donc, à partir de là, je me suis dit, mais on pourrait très bien me proposer le contraire, que je pourrais dire le contraire. Si on me dit bleu, je dis bleu. Si on me dit vert, je dis vert. Et donc, je me suis dit, mais c'est quoi cette espèce de sagesse de perroquet? Et j'ai pris la décision, à un moment donné dans ma vie, justement par rapport à ce supermarché de croyances, d'enlever toutes les croyances que je ne pouvais pas éprouver, que je ne pouvais pas vérifier, et de garder uniquement celles qui étaient vivantes à l'intérieur de moi.
Ça, c'était pour dire un petit peu comment j'ai nettoyé ma vie de tout ce que je n'étais pas en capacité de prouver et qui surtout était inutile. Je veux dire, à quoi ça sert que je sache que l'humanité elle venait des Atlantiens ou des Lémuriens? Qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie de tous les jours? Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, j'ai besoin que ça serve, j'ai besoin que ça me serve. Et donc, par rapport à le rapport entre croyance et émotion, il y a une expérience que je trouve assez fabuleuse et qui confirme et qui conforte tout ce que tu viens de dire, Paul. C'est l'expérience qui a été faite par Rosenthal, que tu dois connaître, qui s'appelle l'effet Pygmalion. Hein, je la raconte en vraiment 2 minutes pour ceux qui ne la connaissent pas. Rosenthal, c'est un psychologue. Il arrive dans une classe, il fait passer un test de QI à tous les élèves de la classe. Et au bout de 15 jours, il revient et il dit, voilà les résultats, il y a 5 élèves qui sont au-dessus de la moyenne, et puis les autres sont moyens ou moyens moins. Alors, les élèves qui ont entendu le résultat ont été très, très surpris. Ils ne pensaient pas du tout qu'ils faisaient partie de 5 meilleurs de la classe. Ils pensaient que j'étais moins. Les copains, ils ont été encore plus surpris. Ils ne pensaient pas que leurs 5 copains étaient les meilleurs de la classe. Et les professeurs, ils ont été aussi très, très surpris. Et ils ont été, parce que les élèves avaient des résultats qui étaient plutôt moyens. Hein. Donc, ils ne comprenaient pas comment ces 5 élèves pouvaient être, suite à ce QI, être évalués comme les meilleurs de la classe. Donc, je vais vous poser la question, mais vous pouvez le deviner. Qu'est-ce qui est arrivé à ces 5 élèves le reste de l'année, d'après vous? Alors, si je peux avoir une ou deux réponses, des gens qui peuvent intervenir, d'après vous? Ils ont répondu. Alors, ils ont Leur été moyenne a meilleurs. Augmenté. Voilà, ils ont augmenté, ils ont été meilleurs. Exactement. Je veux dire qu'en fait, au bout du compte, prophétie autoréalisatrice, hein, ils sont devenus les meilleurs de la classe. Mais le poteau rose, je vous le donne tout de suite, c'est que ces élèves ont été choisis par Rosenthal au hasard. C'est incroyable. On choisit 5 personnes au hasard, on dit qu'ils sont les meilleurs et ils deviennent les meilleurs. En fait, c'est pour ça que je rebondis par rapport à le lien entre croyance et émotion via la confiance. La confiance, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui me donne des ailes, qui me fait pousser véritablement mon être vers l'accomplissement de mon potentiel. Hein. À partir du moment où je crois en moi, ça me donne l'énergie de féconder mon potentiel, de l'actualiser, de faire en sorte que je puisse véritablement, à un moment donné, aller au bout des talents que la vie m'a donnés. Donc, la notion, c'est pour ça, et c'est essentiellement émotionnel. On croit en moi. À partir du moment où on croit en moi, je vais prendre le relais, je vais croire en moi, et automatiquement, il va y avoir une espèce de phénomène quasi magique à partir de cette croyance et cette confiance que les autres vont m'accorder, que je vais relayer dans ma relation à moi-même, c'est que je vais contacter mon potentiel et ce potentiel va s'exprimer et je vais devenir en effet le meilleur de la classe. Donc voilà, donc je pense que la notion de confiance, je te remercie d'avoir mis le lien avec l'émotion, c'est quelque chose qui est émotionnellement très vivifiant et qui fait qu'à un moment donné, je vais croire en moi et donc automatiquement, à partir de là, je vais pouvoir de plus en plus prendre le chemin qui va m'amener vers le meilleur de moi-même. Absolument. Et pour compléter ce que tu dis, moi, je prends souvent l'exemple, il y a une étude qui a montré qu'est-ce qui faisait que des enfants apprenaient à marcher plus vite que les autres. Et en fait, ils se sont penchés sur la question et en fait, ils ont réalisé une chose, c'est que les enfants qui tombent devant leurs parents et qui ont des parents donc, qui vont non pas leur sauter dessus dès qu'ils tombent, mais au contraire les regarder, sourire. Et en fait, au moment où l'enfant tente de se relever et l'enfant va capter en fait en quelque sorte dans le regard de papa ou de maman la fierté qu'il ressent à voir son petit bonhomme grandir en fait. Et ça rejoint complètement ce que tu nous disais, Aubert. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, son système nerveux reçoit une information qui est très, très importante, parce que après Dieu, les parents, on va dire en gros, et ce petit bout de chou qui se lève, et au fond, alors qu'il est tombé, il reçoit une manifestation de considération très forte parce qu'il voit dans le regard et dans la présence, dans le sourire de papa ou maman, eh bien la fierté. Et là, tout d'un coup, ça actionne en quelque sorte en lui quelque chose de très puissant en termes de ressenti et ça va lui donner un élan fou pour pouvoir pas seulement marcher, mais se redresser à chaque fois qu'il tombe. Et c'est ça qui est intéressant. Et on va s'apercevoir dans le monde du sport, pour avoir beaucoup accompagné de personnes dans le monde du sport, vous savez, quand vous avez un athlète que vous accompagnez qui vient de rater son 3e ou 4e match, et à qui vous dites, tu sais,
sache une chose, c'est qu'il y a en toi tout le potentiel qu'il faut pour gagner. Il faut juste qu'on travaille le geste, qu'on travaille la technique pour rehausser le niveau. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut encore améliorer, affiner pour monter encore le niveau de jeu. Mais le potentiel, c'est clair que tu l'as. Voilà. Alors que le joueur qui vient d'échouer sur 3, 4 ou 5 matchs, pour qu'il garde en lui ce sentiment de conversation, dit autrement, de confiance, comme tu le soulignais beaucoup, c'était à travers une communication valorisante à l'égard de son potentiel, eh bien, si ce n'est pas entraîné, c'est assez rare, parce que comme nous tous, et moi dans ma vie, ça a été une chose qui était très, très importante. J'ai eu à la fois une enfance très riche, et en même temps, j'ai eu une cassure très importante, puisqu'à 7-8 ans, mes parents sont venus à Grenoble, dans une ville, j'ai grandi dans une ville et notamment dans un quartier assez chaud qui s'appelle le quartier de la Villeneuve. Et j'ai été confronté à beaucoup de violences. Et donc, du coup, pour faire face à cette violence, je me suis renfermé et j'ai appris à me contrôler en quelque sorte. Et au regard de tout ça, même si je n'ai pas été plus dévalorisé que les autres, mais j'ai quand même connu une situation de vie assez contraignante, parce qu'il y avait beaucoup d'agressivité, des choses comme ça. Et du coup, ça a marqué en moi le sentiment que pour être aimé, il fallait gagner sa place, quoi, en gros. Il fallait être le plus fort. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup d'arts martiaux, des choses comme ça. Et après, j'ai eu une brèche grâce au sauvetage en mer où tout d'un coup, j'ai compris que je pouvais être utile pour les autres. Et donc, du coup, grâce au secourisme d'abord, et puis ensuite, j'ai évolué vers les métiers du secourisme, et notamment, je me suis spécialisé après en côte dangereuse. Mais ce que je veux dire à travers ça, c'est que j'existais pour les autres, j'existais pour la performance, et j'avais toujours ce sentiment en fait que je n'étais pas à la hauteur. Ce qui veut dire que je m'évaluais beaucoup à travers mes résultats. Mais une fois que mes résultats étaient atteints, eh bien, j'étais dans cette espèce d'avidité, dans cette croyance qu'il fallait que je donne encore plus. Alors, ça m'a beaucoup motivé pour avancer, c'est quelque chose de positif. Le problème est que, en fait, intérieurement, j'étais toujours psychologiquement, mais je n'en avais pas conscience, en dévalorisation, parce que pour exister, il fallait être le meilleur, il fallait être le devant. Donc, j'étais dans un système de compétition assez fort, et vous aurez compris que je m'évaluais beaucoup, évidemment, en fonction des résultats. Et les gens que je rencontrais, évidemment, j'étais très admiratif des gens qui en avaient beaucoup de résultats. Et pour autant, si vous n'étiez pas quelqu'un qui avait beaucoup de résultats, vous n'avez pas forcément beaucoup de valeur. Et ce qui a pu vraiment évoluer, c'est d'abord de me redonner de la valeur et de ne plus m'évaluer, si vous voulez, au prorata des résultats que j'avais obtenus, mais pour la qualité de la personne que j'étais, dans ma manière d'être, ma manière de communiquer, ma manière de m'ouvrir. Et du coup, de redécouvrir aussi toute la richesse d'un être humain, bien au-delà de sa dimension fonctionnelle, mais dans sa dimension d'être. Et là, je crois qu'en termes de système de croyance, par exemple, pour moi, ça a été une révolution dans ma vie. Et probablement qu'après, le développement personnel a évidemment accentué ce processus. Et c'est quelque chose qui est toujours resté très, très important. C'est-à-dire, j'admire toujours les gens qui ont du succès, mais ce n'est pas le niveau, si vous voulez, social ou financier ou quoi que ce soit qui détermine pour moi la valeur d'une personne. C'est beaucoup plus sa dimension humaine, émotionnelle, etc. Et donc, c'est une dimension des croyances, par exemple, qui m'a beaucoup aidé et accompagné, mais dont je n'avais pas conscience. Voilà, ce qui pourrait amener une question, c'est comment mettre au jour, évidemment, nos freins, là, pour le coup, neuropsychologiques, en fait, nos croyances un peu limitantes. Tout à fait. La question, c'est comment réussir à activer à l'intérieur de moi, d'accord, ce rapport à mon potentiel qui parfois peut être bridé, peut être inhibé, peut être complètement endormi. Nous sommes tous des belles au bois dormant. Hein. Et la question, c'est comment l'activer. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est, Anthony Robbins parle de pouvoir illimité, de quelque chose qui est véritablement une ressource incroyable, mais qui peut rester endormi toute notre vie. D'accord. Je crois que Saint-Exupéry dit, par exemple, que tous les jours, il naît des Mozart assassinés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des êtres humains qui ont ce potentiel. Dans les évangiles, on parle de talent, c'est la même chose, mais ces choses-là peuvent rester véritablement endormies. Et un des moyens d'activer ce potentiel, c'est de voir dans le regard de l'autre comment l'autre croit en moi. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure, ce qu'on a dit tout à l'heure avec l'effet Pygmalion. Et moi, en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnateur, vraiment, ce que j'essaye de transmettre à mes clients, c'est « je crois en toi ». Je crois en toi. Je sais qu'il y a quelque chose en toi qui ne demande qu'à se manifester, qu'à s'exprimer, d'accord? Et vraiment, fais en sorte, puisque moi je crois en toi, prends le relais, s'il te plaît. Essaye toi-même de croire en toi-même. Alors, ça me renvoie à quelque chose, je te propose une réflexion sur quelque chose, un thème qui me tient vraiment, vraiment à cœur,
C'est que Jésus, donc moi je m'intéresse un petit peu, je bouffe à tous les râteliers, hein, donc je m'intéresse à toutes les sagesses, qu'elles soient chrétiennes, juives, bouddhistes, etc. Quand une chose est belle et vraie, j'y adhère, hein, donc je ne vois pas pourquoi je m'y opposerais. Jésus dit la chose suivante, chaque fois qu'il accomplit un miracle, c'est-à-dire qu'il permet à un individu de se guérir, c'est-à-dire quelque part c'est d'activer le pouvoir d'auto-guérison en lui, il lui dit la phrase suivante, hein, vous pouvez vérifier, c'est dans les évangiles, ta foi t'a guéri, ta foi t'a guéri. Donc, la notion de foi, c'est la même chose que la confiance. Confiance, c'est confides, c'est avec de la foi. Donc, la foi et la confiance, c'est exactement la même chose. Et donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on active cette foi ou cette confiance, on active véritablement son pouvoir d'actualisation de notre potentiel intérieur. Et on peut même se guérir. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Soyons clairs. Qu'est-ce que c'est que l'effet placebo qui peut guérir entre 30 et 60% de toutes les maladies? C'est tout simplement qu'à un moment donné, je crois dans un médicament, je crois en un médecin, je crois en un thérapeute, et parce que je crois en lui et que lui-même me dit que j'ai le pouvoir d'une certaine façon de me guérir, enfin cette foi active ce pouvoir d'auto-guérison, ben je suis capable. Qu'est-ce que c'est que l'auto-guérison? C'est l'activation d'un potentiel. C'est rien d'autre. Donc, vous voyez, ça passe, ça transite par le regard de l'autre. C'est quand même incroyable qu'on n'ait pas aujourd'hui autant étudié comment la foi ou la confiance peut débloquer un potentiel incroyable qu'on a dans notre âme et dans notre corps et nous amener à vraiment déplacer des montagnes, hein, c'est ce qu'on dit. Voilà. Mais c'est donc, ça passe bien par cette foi, par cette confiance. Et qu'est-ce que c'est que la foi et la confiance? C'est une croyance. Vous voyez, donc c'est je crois en moi, j'ai confiance en moi, j'ai foi en moi. Et ça peut transiter par le regard de l'autre, du professeur, du père, du thérapeute. Voilà, et je pense que vraiment c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les croyances qui me font grandir. C'est ça, dans mon supermarché de croyances, je ne choisis que des croyances qui m'aident d'une certaine façon à avancer, hein, qui m'aident à être bien dans ma peau, à être bien avec les autres. Et c'est ça véritablement le tri. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de savoir quels sont les facteurs qui font que c'est telle ou telle croyance. Moi, je les vérifie sur le terrain. Il y a des croyances qui me font grandir et il y a d'autres qui m'abîment. On va dire les choses comme ça. Donc voilà, ça c'est. Je suis quelqu'un, comme je te le disais, de très pragmatique et voilà, c'est des croyances qui véritablement se valident sur le terrain. Donc, se valident sur le terrain. Elles ont un caractère autoprophétique. Voilà, je ne sais pas par rapport au placebo, si c'est quelque chose auquel tu es sensible ou pas, Paul. Ah bah, absolument, je pourrais témoigner d'ailleurs d'expériences puissantes là-dessus. Mais il suffit de regarder sur Google l'effet placebo, vous allez voir que ce n'est rien d'autre effectivement qu'une construction en arrière-plan, alors qui a un impact énorme sur le plan physique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel. Toutes les formes, on pourrait dire, de croyances qui vont être développées par des processus hypnotiques et tout ça, qu'on est capable de créer comme ça en peu de temps, et qui font qu'une personne va avoir des niveaux de résistance sur certaines choses, ou ce qu'on voit dans les phénomènes hypnotiques. Bref, toutes ces choses découlent évidemment complètement de nos perceptions et des réactions physiologiques qui en découlent. Donc, l'effet placebo, c'est évidemment très, très puissant. J'aimerais rebondir sur c'est Imen qui fait une remarque intéressante. Je trouve l'idéalisation de l'enfant n'est-elle pas une forme d'abus? Alors ça, je trouve ça très intéressant comme réaction. L'idéalisation de l'enfant n'est-elle pas une forme d'abus? C'est-à-dire, au fond, est-ce que si on n'idéalise pas trop l'enfant, finalement, alors elle veut dire est-ce qu'on veut l'influencer ou pas? Alors, de toute façon, on va l'influencer, l'enfant. La question, c'est qu'il y a deux champs que tu soulignais, Aubert. C'est à la fois ce fameux potentiel. Quand Anthony Robbins parle de pouvoir illimité, en fait, il parle d'un potentiel illimité, c'est-à-dire que nous avons tous en nous un potentiel qui ne demande qu'à se révéler. Mais pour le révéler, encore faut-il travailler. On a tous le potentiel de faire du piano, mais pour jouer un beau morceau de piano, il nous faudra du travail. Alors, il est clair que si on est motivé et qu'on a du plaisir à le faire, qu'on a de l'amour pour le piano et que ça nous met en joie de jouer, c'est clair qu'on a un conditionnement intérieur qui va accélérer évidemment ces processus d'apprentissage et nous permettre d'obtenir des résultats finalement dans un temps plus court que quelqu'un qui, au contraire, aura le sentiment intérieur que ce n'est pas fait pour lui, que c'est compliqué, etc. Donc, on voit bien que la considération apportée, la reconnaissance apportée sur un potentiel, pour moi, elle n'a pas de risque. Mais elle n'empêche pas
après un cadrage, c'est-à-dire, ben, c'est pas parce que tout d'un coup tout est possible que tu pourras tout faire, parce que tout n'est pas possible, c'est faux. Alors, tout est potentiellement, quand on dit tout est possible, la réalité c'est que moi j'aimerais bien voir un coucher de lune d'ici une semaine en étant assis sur une chaise longue sur la lune, voir un coucher de terre par exemple, ça ce serait mon kiff, mais la réalité c'est que je ne peux pas aller sur la lune, alors je peux toujours l'imaginer, mais c'est tout. Donc après ce qui est intéressant, c'est finalement de se dire qu'est-ce qui est important dans sa vie. Je crois que tout tourne autour de ça. C'est qu'est-ce qui est fondamentalement important dans ma vie et à quoi je crois de bon pour moi, pour les autres et pour le monde. Et ça, c'est des croyances qui, là, ça commence à m'intéresser, c'est-à-dire se dire, bah, au fond, quelles que soient les circonstances que je vis aujourd'hui, qu'est-ce que je sens que ça révèle d'important pour moi. Et quand je suis en rapport, que ce soit avec un enfant en tant que parent ou en tant que professeur ou en tant qu'éducateur, enfin, quelle que soit la fonction que j'ai, eh bien, je pense que ça, c'est une question intéressante, c'est de reconnaître le potentiel comme, moi je crois que c'est ça la force d'un leader, c'est de reconnaître chez les autres des potentiels que les autres ne voient même pas eux-mêmes. Et à partir de là, eh bien, de challenger en quelque sorte la personne. C'est-à-dire de dire, écoute, le potentiel tu l'as, mais la réalité, c'est qu'il va falloir que tu bosses. Et si tu veux te construire, je veux dire, pour être médecin, c'est 7 années d'études. Hein. Si on veut être dentiste ou si on veut être chauffeur de camion, ben, tout s'apprend, c'est un métier. Et que le potentiel pour le réussir, ça c'est clair qu'il est énorme. Et il sera d'autant plus important que la personne va avoir du plaisir. Et que ça, au fond, ça va satisfaire ses valeurs que de pouvoir avancer dans telle ou telle direction. Donc, elle ait un projet qui soit en phase avec ce qu'elle est. Ça va être énorme. Et puis après, bah, ça n'empêchera pas qu'il va falloir qu'elle s'éduque, qu'elle apprenne des choses, qu'elle travaille. Parce que la réussite, c'est comme un escalier, mais il n'y a pas d'ascenseur direct. Hein, il faut monter chaque marche et travailler pour réussir. Et ça veut dire, voilà. Donc, moi, je dis toujours, OK, le potentiel est illimité, mais pour accéder à des résultats construits, encore faut-il se bouger, se former, se faire accompagner. Et voilà, et je suis assez attentif et même assez vigilant au tout est possible. OK, potentiellement, tout est possible. Mais la réalité, c'est que pour que ça fonctionne, il y a encore des stratégies à mettre en place, des processus à apprendre. Et ça aussi, c'est possible, mais ça demande un peu de boulot. Voilà. Donc, je dis ça pour remettre un peu de cadre parfois dans le tout est possible. Hein. Ouais. C'est très important. Je pense que c'est vraiment notre devoir dans des domaines dans lesquels il peut y avoir franchement des gens assez barrés et des gens qui sont justement pas du tout en phase avec le réel. C'est notre devoir de rappeler que même dans notre branche, dans le développement personnel, il faut des efforts, il faut du travail, il faut de la répétition, il faut de l'intelligence. Edison disait 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Hein. Bon, il exagère peut-être un petit peu, mais voilà, ce travail, et nous, on amène la personne à persévérer. Je crois qu'il y a un élément qui me paraît essentiel, en tout cas dans notre école, on insiste beaucoup, c'est l'adéquation réelle. C'est-à-dire par rapport à l'idéalisation, dont la question qui a été soulevée, je pense en effet que l'idéalisation, c'est quelque chose qui peut être très dangereux et qui peut nous empêcher d'avancer dans la vie. Pourquoi? Parce que pour avancer dans la vie, il faut s'incarner. Et pour s'incarner, il faut partir de là où on est. C'est-à-dire qu'il faut partir du réel. Et cette adhésion, cette incarnation est le point de départ de notre progression. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui prennent leur désir pour des réalités et qui projettent sur le monde véritablement ce qu'ils attendent du monde, mais ce que le monde n'est pas en capacité de leur offrir. Donc, ce qui fait qu'ils sont un peu désincarnés et il n'y a pas de cheminement possible. Donc, l'adéquation au réel, ça, c'est vraiment important. Et puis, ce côté, le goût de l'effort, mais l'effort avec du plaisir. Moi, par exemple, en tant que thérapeute, j'essaye vraiment de déprogrammer les gens qui viennent là en ayant l'impression que la thérapie, ça va être ouvrir le placard, sortir les squelettes, se faire du mal, pleurer. Pas du tout. La thérapie, ça peut être le plaisir de la croissance intérieure. C'est vraiment, moi, je milite pour la thérapie glorieuse, pour la thérapie joyeuse. Alors, bien sûr, de temps en temps, il va falloir se confronter à des choses qui n'ont pas été réglées à l'intérieur de nous. Mais véritablement prendre conscience que la croissance, l'accomplissement de soi, l'actualisation, c'est véritablement une source de joie et de plaisir. Moi, vraiment, quand je pense que les gens prennent du plaisir à travailler sur eux, c'est gagné. Alors, il y a une autre, moi, la croyance qui est au cœur de ma vie, Paul, c'est une croyance de nature spirituelle et c'est celle qui m'aide le plus à avancer. C'est une croyance. Ça veut dire que je ne peux pas la prouver, mais elle m'aide considérablement à vivre. C'est que toute épreuve, tout ce qui m'arrive dans la vie, véritablement, toute épreuve, est une opportunité de croissance.
Voilà, c'est vrai que cette croyance, et ce qui est génial, c'est qu'elle est autoprophétique. Ça veut dire qu'à partir du moment où, quand il m'arrive des choses qui sont négatives ou qui sont pénibles, et que je dis, je vais me battre véritablement pour transformer le plomb en or, pour faire en sorte que cette épreuve ne m'abîme pas, mais me fait gagner des points, elle me soit une source d'apprentissage, eh ben, je peux vraiment témoigner, c'est comme de la résilience, qu'à partir du moment où on y croit dur comme fer, elle se vérifie sur le chemin et une épreuve nous grandit. Mais il faut y croire. C'est-à-dire c'est la croyance dans ce principe-là que ce qui ne me tue pas me rend plus fort, que toute épreuve est une opportunité de croissance, un mal pour un bien. Je peux vraiment démultiplier comme ça, la sagesse populaire le dit. Ben, je peux vous garantir que moi, c'est un moteur de vie, c'est une croyance qui m'a aidé aujourd'hui à surmonter énormément de souffrances et à les bonifier. Voilà, il y a aussi, c'est ça le pouvoir des croyances. Absolument, ce sont donc des affirmations personnelles qui nous tirent vers le haut. Et effectivement, celle que tu soulignes qui me semble essentielle, c'est d'accepter qu'au fond, on est aimé par le monde et que même quand on a des situations compliquées qui nous arrivent, qu'au fond, elles sont là pour nous faire grandir. Et j'adore ce principe, évidemment, puisque c'est un point clé et même essentiel pour grandir, c'est d'accepter que c'est effectivement les contraintes qui sont là pour nous faire grandir. Encore faut-il interagir avec ces contraintes de manière constructive, c'est-à-dire c'est être ni dans la fuite, ni dans l'attaque, ni dans la dévalorisation, ni dans la culpabilité, mais au contraire d'accueillir et de transformer, ce qui va être aussi un processus de travail qui s'acquiert aussi, ça s'apprend. C'est un peu comme la communication, les arts martiaux, tout ça, enfin, ou la danse. Apprendre à danser, c'est jouer avec son partenaire, et apprendre à danser avec la vie, ça s'apprend. Il y a plein de méthodes. Alors, la thérapie en est une. Moi, c'est un domaine qui me passionne complètement. Je veux aborder aussi sur une question que j'ai vu passer, c'est le lien entre les croyances et les ancrages. C'est quelqu'un, je crois, qui… J'ai vu passer ça. Je sais plus. Y a-t-il un lien ou quel est le lien? Oui, c'est ça, c'est Mohamed qui demande. Est-ce qu'il y a une relation entre les croyances et les ancrages? Alors, je pense que les ancrages qu'on évoque en PNL. Un ancrage, c'est une association entre deux choses. C'est un X qui va provoquer un Y, c'est-à-dire que, par exemple, je vois un stop et j'ai appris à m'arrêter, donc j'ai créé un automatisme. Quand je vois le stop, je m'arrête. Quand le feu passe au vert, j'enclenche la première, la deuxième, et je me mets en avant. S'il passe au rouge, je m'arrête. Donc, tout ce qu'on a appris, c'est-à-dire qu'on peut voir, entendre, ressentir de l'extérieur et qui va entraîner une réaction qui peut être mentale, émotionnelle ou comportementale. Ce qui découlera de… Et heureusement qu'on a tous ces automatismes-là qui ont été créés, parce que c'est comme ça qu'on apprend à vivre. Et dans ces automatismes, parfois, on a des réactions qui sont un peu disproportionnées, qui vont nous entraîner dans des croyances qu'on ne sait pas vraies, mais qui pourtant, elles vont nous faire réagir. Par exemple, il y a encore 2 jours, j'étais dans un groupe et une jeune femme me faisait part de la peur qu'elle avait des souris, une petite souris grise là. Dès qu'elle voit ça, elle me dit ça me bloque la respiration, je monte sur une chaise et je peux hurler. Alors je sais très bien. Et on voit bien que la réaction physiologique qui a été répétée, en fait, on voit bien qu'on est là dans un arc réflexe qui provoque évidemment une réaction qui est disproportionnée. Et ça, il ne faut pas grand-chose pour créer ce genre de situation ou pour l'augmenter. Il y a des tas de gens qui vont avoir peur des ascenseurs, peur des avions, peur de parler à un individu. Alors, si ce n'est pas de la peur, ça peut être aussi de la colère par rapport à certaines situations ou de la tristesse aussi. Et on voit comment le système nerveux a associé ce qu'on va appeler donc des ancrages, des stimulations extérieures que je peux voir, entendre ou ressentir, à des réactions physiologiques, émotionnelles qui vont entraîner des comportements. Et donc, la personne dira, c'est plus fort que moi. Et donc, en fait, on est là dans un système de croyance qui est parfois ancré, que la personne reconnaît comme étant limitant et pas juste, mais c'est tellement fort émotionnellement que ça prend le dessus sur la partie consciente. Le conscient dit, mais ce n'est pas logique que j'ai peur de l'ascenseur, mais l'inconscient dit, ah non, mais j'y irai jamais, c'est pas possible, même si je sais que… voilà. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a le conscient qui est une chose, il y a le préconscient qui est tout ce qu'on a emmagasiné et auquel on peut accéder simplement parce qu'on décide d'aller chercher dans sa tête. Au fond, toutes les questions que je vais poser, où est-ce que vous avez mangé hier, par exemple, le temps que vous allez chercher ça, vous allez le chercher dans votre préconscience, c'est toute la masse d'informations qui est là, et tous les automatismes que nous avons créés ou nos croyances sont là, et puis il y a celles qui sont emmagasinées de manière plus profonde encore
inconsciemment et qui tiennent ce que moi j'appelle, si le conscient était le cavalier, le cheval serait le préconscient et l'inconscient. Et donc, voilà, alors que je cours sur le cheval, il y en a un qui ne veut pas sauter la barrière, c'est toujours le même qui gagne, à savoir le cheval. Et toute la relation d'évolution personnelle, c'est d'aller accueillir la croyance du cheval. Quel est son ressenti face à la barrière? Et moi, quel est mon ressenti face à l'enjeu qui est le mien demain? Et du coup, d'accueillir ce que je vis et d'entrer en relation. Et c'est la qualité de la relation entre le cavalier et le cheval qui va faire que le cheval va, à un moment donné, accepter de sortir sa zone de confort pour aller vers une zone d'inconfort plus élevée. Et c'est dans cette qualité de relation, dit autrement, qualité de considération, parce que je crois qu'avant de vouloir casser une croyance, il faut d'abord la reconnaître, apprendre à l'aimer. Et s'aimer dans la peur des souris, c'est tiens, je me rends compte que effectivement j'ai peur. Et finalement, j'accueille cette partie de moi qui a peur de la souris, qui s'en amuse même peut-être, puisqu'il suffirait simplement que je vois ce petit animal à distance pour que d'un coup, je ressente ça. Et je vois que c'est en accueillant cette dimension X, Y, cette croyance, ce lien, cet ancrage en quelque sorte, que du coup, je vais pouvoir après, alors il y a des outils pour ça, séparer les deux. Et là, on en arrivera justement à comment transformer une croyance limitante. Ça pourrait être l'objet de la suite de notre débat. Mais voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Oui, c'est vraiment des choses essentielles que tu viens de dire par rapport justement à… Alors, c'est intéressant le phénomène phobique, parce que dans la phobie, quelle qu'elle soit, tu as donné l'exemple des souris, ça marche pour toutes les phobies, c'est que le principe de la phobie d'un point de vue naturel, c'est que ce qui me fait extrêmement peur, je vais avoir tendance à l'éviter. Alors, je ne vois pas comment on peut travailler sur quelque chose qu'on évite. Ouais. Et donc, le principe de la thérapie, qu'elle soit, que ce soit des TCC, que ce soit la PNL, etc., c'est exactement, tu l'as dit, et vraiment, je te suis à 100%. C'est déjà, dans un premier temps, d'avoir le courage d'aller à la rencontre de ce qui nous fait peur. On ne peut pas travailler à partir du moment où on fuit ce qui nous fait peur. Voilà, la peur, c'est avant tout une histoire de rencontre, c'est une histoire d'accueil, c'est une histoire ensuite d'acceptation. Vous voyez, c'est une histoire de dialogue, il faut dialoguer avec nos peurs. Et c'est à partir de là que l'aventure du changement peut véritablement avoir lieu. Alors, toujours par rapport à la PNL, hein, dans la PML, il y a la notion de programmation, il y a la notion de conditionnement. Alors, il y a énormément de conditionnement et de programmation négative. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui a été conditionné peut se déconditionner. Tout ce qui a été programmé peut se déprogrammer. Le problème, c'est que les programmations, les conditionnements sont très souvent au niveau du cheval, au niveau de l'inconscient. C'est des choses qui ont été mises en place très souvent. Hein, on appelle ça aussi des protecteurs. Hein, c'est-à-dire que c'est des choses qui nous protègent, mine de rien. C'est des mécanismes de défense, etc. Mais le problème, c'est que ces mécanismes de défense nous protègent, mais nous évitent de rencontrer justement le réel et de dépasser la peur. Donc, il y a un mécanisme contre-intuitif qu'il faut mettre en place, c'est justement celui de l'accueil et de l'acceptation de la chose. Et alors, comment on peut réussir à se déconditionner, se déprogrammer? D'abord, en étant convaincu que c'est possible. N'oubliez pas que la croyance a un pouvoir autoprophétique. Ça veut dire, si je crois que c'est impossible, ça deviendra impossible. Si je crois que c'est possible, alors là, forcément, je ne dis pas que c'est facile, mais je peux véritablement, à partir de là, remonter mes manches et essayer, en me faisant aider si nécessaire, essayer de déconditionner, de détricoter ce qui, d'une certaine façon, me protège, mais m'empêche de vivre en même temps. Donc là, ce que je voulais dire, c'est le rapport entre le conscient et l'inconscient. D'accord ? Le conscient, d'accord, peut véritablement mettre progressivement en lumière les processus inconscients. Freud disait… Là où était l'inconscient, il faut que le conscient advienne. Là où était l'inconscient, il faut que le conscient advienne. Ça veut dire qu'on a le pouvoir petit à petit de rentrer dans cet inconscient, pour voir comment ça s'est fabriqué, nos névroses, le conditionnement, etc. Et à partir de là, on va pouvoir mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire mettre un petit peu de conscience et d'intelligence dans l'inconscient, de manière à pouvoir ouvrir un nouvel horizon, redécider, on dit en analyse transactionnelle, créer un nouveau destin. Et ça, c'est magnifique. Et je crois que c'est un peu je crois que la PNL propose énormément d'outils qui vont dans cette direction. Oui, absolument. Ouais. Je rebondis aussi sur une autre question que j'ai vue. Je crois que c'est Iman qui dit « Quelle est la nuance entre une croyance et une illusion ?» Alors, que ce soit en analyse fractionnelle ou en PNL, on parle des illusions et effectivement, c'est une illusion. C'est en fait un sentiment que j'ai qu'une chose est possible ou pas.
ou que, voilà, donc c'est quelque chose que je vais ressentir en année transactionnelle. Pour ceux qui connaissent le PAE, le parent, l'adulte et l'enfant, la partie enfant, c'est la partie de nous qui est plus connectée à de l'émotion, soit plaisante, soit déplaisante. Ensuite, on a la partie parent qui s'est construite en fonction des références qu'on a eues, avec une dimension plus nourricière et une dimension plus normative, donc qui va cadrer en fait les choses. La dimension nourricière est plus le lien qu'on va avoir avec soi-même et avec les autres. Le côté normatif est plus les normes. Et puis au-delà de ça, au milieu de tout ça, on a ce qu'on appelle la partie adulte. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a ces ronds se croisent. Et ce qu'on appelle l'illusion, c'est justement la croyance qu'une chose est simplement parce que je la ressens. Alors, je vais la ressentir comme possible. Par exemple, je me dis, waouh, cette rencontre avec Aubert est géniale. Et donc, je dirais, cet homme est super, il est génial, en fait. Et le ressenti que j'ai, c'est que j'ai envie d'aller le rencontrer, et etc. Et puis, je pourrais l'avoir croisé dans un autre contexte, sur un parking, et pour une histoire de place, on se serait un petit peu accroché. Et là, j'aurais pu tirer exactement le même ressenti. Et donc, une croyance, l'illusion que de toute façon, comme ça fait 3 fois qu'il me dit non sur une chose, il me dira toujours non, par exemple. Voilà. Donc, on est dans une illusion qui va être encore une fois limitante, mais c'est en fait une illusion est une croyance. C'est ce qu'on appelle une contamination de la partie enfant avec l'adulte, ou en termes de PNL, c'est un ressenti que je vis et donc qui détermine une interprétation que j'ai à l'égard de moi, des autres, du monde, ce qui est possible ou pas possible, etc. Après, on a les préjugés. Les préjugés, c'est ce qui vient compléter l'illusion. L'illusion, c'est vraiment un ressenti. Le préjugé, c'est aussi une croyance, mais qui découle de ce que j'ai appris. Je préjuge que à la tête que tu fais, en fonction des références qui sont les miennes, c'est que tu vas bien ou que tu ne vas pas bien. Je préjuge que cette chambre d'hôtel qui est de 3 étoiles est géniale parce que dans mon système de référence, j'ai l'habitude d'hôtels de 1 étoile ou 2 étoiles. Mais si j'ai traîné beaucoup dans des 5 étoiles, je vais aimer le 3 étoiles, mais je ne te dirai pas que c'est génial. Donc, c'est en fait je préjuge qu'une chose est bien ou pas bien, possible ou pas possible, en fonction de mon système de référence. Et on est toujours dans les systèmes de croyance. Voilà. Tout à fait. Ça m'amuse ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est l'illusion dans le sens que tu l'as donné, c'est souvent des espèces de jugements que nos parents portent sur nous, d'accord, et dans lesquels on s'enferme et à partir de là, on n'arrive plus à sortir de cette prison. Hein, je sais que par exemple, ma mère, pendant un certain temps, j'ai dû casser un verre quand j'avais 5 ans. Elle a dit « Ah, monsieur catastrophe ». Ça m'a poursuivi jusqu'à pratiquement mes 40 ans. Hein. On m'a surnommé monsieur catastrophe et chaque fois que ça m'arrivait de casser un verre, pas plus que les autres, hein, j'avais l'impression que je réalisais quelque part une espèce de destin que ma mère m'avait mis sur le dos. Alors, c'est très difficile de se sortir de ces espèces d'opinions, de croyances que nos parents nous mettent sur le dos. Hein. C'est comme des prisons dans lesquelles on s'enferme. Alors, par rapport à l'illusion aussi, il y a quelque chose qui me paraît important, c'est en effet, d'abord comment sortir, donc se déconditionner, arrêter de croire ce qu'on a cru sur nous, véritablement, essayer de valider par nous-mêmes nos propres croyances qui vont nous aider à avancer. Et par rapport à la notion de préjugé, il y a quelque chose qui me paraît essentiel. C'est préjugé, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient avant la capacité de jugement et qui va se projeter dans le monde et qui va forcément donner une couleur au monde. Vous voyez, c'est comme un a priori, ce qu'on appelle un a priori. Donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est, bon, les a priori, c'est bien, hein, c'est les croyances dont j'ai parlé tout à l'heure, mais les a posteriori m'intéressent encore plus. Ça veut dire comment je peux faire pour valider la croyance sur le terrain. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a énormément de situations où je suspends mon jugement. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'avoir de croyance, j'ai juste besoin d'accueillir la réalité. Et c'est la réalité qui va me dire elle-même ce qu'elle a dans le ventre et elle va m'offrir sa propre richesse. Par exemple, est-ce que je dois faire confiance à quelqu'un ou pas? D'accord, je peux avoir une intuition. D'accord, voilà. Il y a des gens qui sont par exemple très naïfs et très innocents qui font confiance en tout le monde. C'est un a priori. D'accord. Il y a des gens qui, à l'inverse, sont totalement méfiants et qui ont tendance à projeter dans le monde leur a priori de méfiance. Mais dans les deux cas de figure, c'est un a priori, c'est un préjugé. Alors, moi, je trouve que c'est tellement plus intéressant, puisque dans le monde, il y a des gens bien et des gens moins bien, tout simplement de suspendre son jugement et de donner une chance à la vie, à la réalité, et d'attendre tout simplement de voir quels sont les différents indices qui se manifestent, et après coup, donc a posteriori, j'accorde ou pas ma confiance. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est une autre façon de se confronter au réel et de ne pas se faire piéger par des a priori ou des préjugés qui vont faire que c'est déjà joué.
C'est-à-dire qu'on ne laisse pas du tout sa chance à la vie de nous surprendre. C'est vraiment dommage. Absolument. Tu peux regarder un peu les questions, peut-être, Paul? Je regarde un petit peu, oui. Ou Michel, parce que tu as relevé… Paul, tu regardes, là justement, je vois que tu t'adresses, et il y en a une, par exemple, y a-t-il une relation entre nos schémas de pensée et nos croyances? Bien sûr. Et qu'est-ce que j'avais d'intéressant? Comment débusquer les croyances limitantes quand nous sommes dans le déni? Oui. Alors, pour la première, est-ce qu'il y a une relation entre les schémas de pensée et de croyances? Oui, puisque en fait, dans le schéma de pensée, il y a les pensées conscientes, les pensées préconscientes et les pensées qui sont installées inconsciemment. Donc, tout ça, ça fait partie du schéma de pensée. Donc, les croyances sont directement en lien avec ce qui se passe dans nos pensées, conscientes, préconscientes ou inconscientes. Après, concernant l'histoire des croyances limitantes, quand on est dans le déni, alors, quand on est dans le déni, on n'a pas de problème parce qu'on est dans le déni, en fait. Alors, sauf qu'on peut être dans un environnement où on a un problème qu'on ne reconnaît pas. Et en fait, tant qu'on ne va pas reconnaître le problème, hein, ce que nous disait Aubert, tant que je suis dans la fuite du problème, ben, je n'y fais pas face et je ne peux pas le transformer. Et une des choses en général qui va se produire assez vite quand on est dans le déni, c'est qu'on va à un moment donné rejeter assez facilement la responsabilité sur l'environnement. Et ensuite, l'alerte numéro 2, c'est qu'on va le critiquer, cet environnement. Donc, la meilleure façon de repérer que vous êtes dans le déni de quelque chose, c'est simplement de vous dire, tiens, est-ce que je ne suis pas, à un moment donné, dans le fait de remettre la responsabilité sur les autres? Au fond, ce n'est pas de ma faute. Voilà. Voilà. Donc, à partir du moment où je suis là-dedans, ça vaut le coup de vous interroger en fait sur comment je participe, comment s'interroger, sur quoi s'interroger, comment je participe au problème en fait, parce que tant que je remets le problème à l'extérieur, je ne pourrais pas avancer. Donc si j'ai un problème d'argent et que je me dis oui mais c'est pas de ma faute, c'est parce que mon éducation, parce que les autres, parce que les impôts, parce que ceci, je réglerai jamais le problème. Si je me suis toujours seul dans ma relation, que je suis toujours en conflit avec mes enfants et que je remets toujours la cause sur l'environnement, je ne pourrais pas avancer. Donc là, c'est intéressant de voir. Enfin, quand on est dans le déni, la chose qui va se passer, c'est que le problème va perdurer, en fait. Voilà. Donc, comme le problème perdure, ce qui va se passer dans mon système interne, évidemment, c'est la négation, la non-reconnaissance, parce qu'il y a deux stratégies qui vont se mettre en place pour justement m'empêcher de grandir. Le premier, c'est le déni, hein, c'est la fuite. Après, je vais me suradapter à un système. Comme je ne vais pas le supporter, je vais être un peu en tension et je vais me blinder intérieurement. Donc, je vais passer par ces phases critiques et tout ça. Et au bout d'un moment, je ne ressentirai plus rien et même plus le besoin d'être en lien. Tu sais, c'est la personne qui dit, oh, mais de toute façon, on ne se parle plus avec mes parents, mais ça ne me fait rien, en fait, en gros. Mais ça ne me fait rien. Mais je m'en fous. Voilà. Donc, toutes ces formes d'affirmation dans lesquelles je me dis que tout va bien, en fait, que pour l'instant ça va, sont des alertes pour nous sur un plan du comportement humain qui pourraient nous signifier qu'il y a un problème peut-être là-dessous. Mais j'ai envie de dire que pour qu'une personne change, il faut qu'elle ait envie de changer. Et la première phase pour qu'elle ait envie de changer, c'est qu'elle ressente que ce qu'elle vit là maintenant n'est plus convenable pour elle. Et c'est là que la fragilité, l'accueil, encore une fois, de ce que l'on vit, de nos frustrations, va être déterminante parce que sans reconnaissance des problèmes que nous avons, c'est apprendre à se dire, tiens, où est-ce que ça ne va pas encore complètement bien? Et s'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas complètement bien, c'est qu'est-ce qui me semble prioritaire de changer? Qu'est-ce que ça me révèle de vraiment important aujourd'hui? Et à partir de là, qu'est-ce que je pourrais trouver pour justement redevenir plus acteur, auteur et créateur de ma vie? Et c'est là que le développement personnel commence. Mais enfin, on ne va pas trop s'étendre ce soir. J'ai une question venant de Facebook sur la peur. J'aurais bien aimé répondre à Paul parce que je trouve ça tellement intéressant. Alors, vas-y, je te poserai la question. Et après, j'en ai pour 2 minutes. Hein, vas-y. Vraiment, tu as mis l'accent, Paul, sur 2 choses que dans notre école, on considère comme essentielles. Et ça appartient pas du tout à notre école. Hein, c'est du bon sens, c'est de la sagesse universelle, on trouve ça partout. Hein. Mais vraiment, je crois que c'est hyper important ce que tu as dit par rapport à la notion de responsabilité et d'être acteur de sa vie. À partir du moment où on a un problème et on considère que c'est la faute des autres ou la faute n'a pas de chance, je ne vois pas comment on peut régler le problème. La seule façon de régler un problème, c'est de considérer qu'on fait partie du système problème. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement que c'est notre faute et qu'il faut s'en imputer et culpabiliser, mais ça veut dire juste que je ne peux travailler que sur quelque chose, d'une certaine façon, qui est dans mon territoire. Si c'est hors de portée, hors contrôle, comme on dit en PNL, je ne vois pas comment je peux travailler dessus. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un principe systémique. Hein. Le problème, je ne peux le travailler qu'à partir du moment où je considère
qu'il m'appartient d'une certaine façon. C'est un peu ce qu'on appelle le locus de contrôle, tu sais, être externaliste ou internaliste. Un externaliste, c'est jamais sa faute, c'est la faute des autres. Donc, il ne se remet jamais en question. Un internaliste, il dit « j'y suis pour quelque chose ». On n'est pas dans la notion de faute au sens moral, mais dans la notion d'erreur, dans le sens qu'on est des êtres humains et qu'une erreur est profitable. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est essentiel, c'est l'arrêter de se mentir à soi-même. On ne peut pas travailler sur soi si on se ment à soi-même. Donc, si l'exemple que tu as, très bel exemple que tu as donné, que mes parents, c'est pas grave si je coupe les ponts, ça ne me fait pas souffrir, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui s'appelle l'ego et qui n'aime pas perdre la face, qui n'aime pas les positions basses et qui aime bien se faire croire qu'il est fort, qu'il est au-dessus d'eux. Voilà, travailler sur soi, c'est accepter sa vulnérabilité, c'est accepter qu'il peut y avoir en effet à l'intérieur de nous des souffrances sur lesquelles il faut travailler et qu'il ne faut pas nier, pour être dans le déni. Michel, tu as disparu. Ok, ben, écoute, c'était très intéressant et merci. Une question qui vient de Facebook sur la peur, Oui. l'un d'entre vous. Il faut dialoguer avec sa peur. De quelle manière est-ce qu'on dialogue avec sa peur en fait? Comment on s'y prend? Ok, ben, je peux commencer. Oui, bien sûr. La meilleure façon de dialoguer, c'est d'être en lien, parce que la communication, ce n'est rien d'autre qu'être en lien. Être en lien, ça veut dire être à l'écoute, et être à l'écoute, ça veut dire honorer, c'est-à-dire prendre soin. Ça veut dire c'est accueillir ce ressenti. Donc, moi, la solution, si vous étiez à côté de moi et que je vous invite à d'inspirer, de sourire et juste d'accueillir ce que je ressens. Voilà. Tiens, je me rends compte que j'ai peur. Et après, la vraie question, c'est j'ai peur de quoi? C'est-à-dire, là, on a un champ très large de possibilités. On a deux types de peurs. Il y a des peurs qui sont réelles et saines, parce que si j'ai peur de tomber parce que je me penche sur le balcon, c'est une bonne chose. Ça évitera de passer par la fenêtre. J'ai peur de me brûler, donc c'est normal. C'est des peurs de protection, elles sont saines. J'ai un doute sur certaines choses, ça m'aide peut-être à me poser des nouvelles questions. Et puis, j'ai des peurs qui sont d'ordre un peu fantasmées, en fait, en quelque sorte, qui sont un peu des peurs répétitives, qui sont un peu du passé que je vis toujours au présent. Je me suis toujours dit que, de toute façon, je n'étais pas intéressant, donc j'ai toujours peur, je m'entretiens, en fait. Je fais du passé un espèce de permanent constant, en fait, en quelque sorte. Donc là, on est dans des peurs qui sont un peu illusoires, la peur de demander, la peur de dire non, la peur de dire oui, par exemple, la peur de ne pas être… Là, on pourrait prendre l'énéagramme, on en avait parlé il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, mais il y a plein de peurs fondamentales hein, qui sont tout à fait saines et qu'on va apprendre justement à transformer. Mais la meilleure façon de transformer, c'est d'abord d'aimer. On ne peut pas transformer quelque chose si on n'a pas appris à l'aimer. C'est ce que je crois. C'est une croyance. Pour moi, c'est parfait. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat ou même à la limite à prendre la parole, parce que nous sommes bientôt 22 h, donc on va bientôt arrêter, mais n'hésitez pas encore pour quelques questions. Il y en a une là qui est à droite, là, que je vois, qui est comment réussir à faire en sorte qu'à un moment donné, par rapport aux relations de famille, que les autres puissent comprendre, que les autres arrêtent leur comportement un peu toxique, etc. Un conseil, il y a une phrase de Jung que j'aime beaucoup, il dit la chose suivante, il dit quand véritablement je suis en relation avec l'autre et qu'il y a une souffrance, qu'il y a un conflit, et que j'estime que l'autre a 90% de tort et que moi j'ai 10% de tort, je travaille sur mes 10%. On ne travaille que sur ce qui dépend de soi. Donc, c'est là ce qu'on appelle l'écharpe relationnelle hein, de Jacques Salomé. On travaille sur sa partie du foulard. Arrêtez de vouloir demander à la vie ce qu'elle n'est pas en capacité de vous offrir. Arrêtez de demander aux autres de changer s'ils n'ont pas envie de changer. Arrêtez de donner des conseils à des gens qui ne vous ont rien demandé. Vous voyez, c'est vraiment essentiel. Travaillez sur vous. Et comme on est dans une logique systémique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le bénéfice que vous tirez, hein, tous les points que vous allez gagner dans votre relation vous-même, ça va se répertorier, ça va se répercuter, forcément à l'extérieur. Alors donc ça, c'est aussi une autre croyance auquel moi je crois profondément, c'est la loi de karma. Ça veut dire que l'extérieur, c'est la récompense de l'intérieur. Hein. Incarne le changement que tu veux pour le monde. Oui, il y a énormément de choses hein, qui vont dans ce sens-là. C'est magique et c'est aussi une foi. C'est que vous ne pouvez changer les choses qu'en commençant par vous-même. Paul, une question pour toi. Comment déconstruisons-nous une croyance? Alors, et est-ce qu'on peut le faire déjà? Ouais. Alors, ça va venir en référence avec ce qui est au-dessus, parce qu'il y a une chose qui revient aussi avec ça, qui est en complément avec la déconstruction d'une croyance. En fait, une croyance, ce n'est rien d'autre qu'une affirmation. Donc, la première chose, c'est de prendre conscience de l'affirmation qui est en lien avec le sentiment. Il y a encore quelques jours, je coachais une entrepreneuse
et qui me disait, à chaque fois que je fais ce qu'on appelle un lancement, donc c'est-à-dire qu'elle engage beaucoup d'énergie, d'argent et de temps pour faire une grosse communication auprès de sa communauté, en vue évidemment de prestations de services derrière, eh bien, je sens un stress très fort à ce moment-là. Et si en plus quelqu'un vient m'interroger ou me challenger un peu sur mon contenu, je me vis très vite attaqué intérieurement. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui a passé sa vie à être en très haute performance, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, on avait déjà fait un coaching où justement on avait appris à dissocier eh bien, ce qu'elle fait et ce qu'elle est, ce qui a été pour elle une grande part de libération. Et elle me dit, mais de temps en temps, ça revient comme ça quand je suis en état de stress. Et là, ce sur quoi nous avons travaillé, et je reviens sur la question comment identifier et transformer, c'est de faire le distinguo qu'il y a entre le ressenti, voilà ce que je ressens, et l'affirmation qui est en arrière-plan. Qu'est-ce que je suis en train de me dire qui entretient ce que je ressens? Et en termes de PNL, ça demande un petit peu de travail, mais on va justement faire ce distinguo parce que le ressenti dans lequel je suis découle d'une perception et de quelque chose que je me raconte à mon égard. Et donc, je lui ai dit, au fond, quand tu es dans tes moments d'angoisse, et c'était fort, hein, elle avait passé une nuit sans dormir 2 jours avant, hein, parce qu'elle se réveillait la nuit avec beaucoup de tension. Et là, je lui ai dit, tiens, on va faire la chose suivante, tu vas accueillir cette partie de toi qui comme ça, qui travaille la nuit et qui fait que tu n'arrives pas à te rendormir, et va me chercher dans ton propos les 5 affirmations qui sont le plus, selon toi, en correspondance avec ton ressenti. Il y en avait une qui était très forte, ça m'a surpris, mais c'est je pourrais donner plus que ce que j'ai donné. Je pourrais donner plus en termes de contenu. Et ça voilà, je pourrais donner plus. Et donc, du coup, le sentiment qui était derrière, c'est qu'elle ne donnait pas assez et qu'elle n'était pas à la hauteur. Et en fait, on a juste relevé d'abord. Donc, la première chose, c'est relever ces affirmations. Quelles sont les affirmations que j'ai tendance à me dire? Et on va voir que, en fait, c'est un disque qui est en arrière-plan et qui conditionne ce ressenti. Donc, on identifie cette affirmation et ensuite, on va corriger un peu l'affirmation. Je vais demander à la personne de me trouver une petite différence et elle va s'entraîner, du coup, à transformer le disque. Pourquoi? Parce qu'une croyance qui se répète, un schéma répétitif, c'est en fait un fonctionnement que j'ai appris, que j'ai automatisé et que je continue à utiliser en fait. C'est un programme. Voilà, donc, on va apprendre à dissocier ça. C'est fin, mais c'est rigoureusement puissant. Oui, oui. Moi, j'ai une métaphore que j'adore, c'est que nous prenons souvent des serpents pour des cordes, enfin, ou des cordes pour des serpents, tout l'inverse. Hein. On prend des cordes pour des serpents. Donc, à partir du moment où on est persuadé qu'une corde est un serpent, l'émotion qui va s'en suivre, c'est une angoisse. Je peux même faire une crise cardiaque en croyant qu'une corde est un serpent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, en effet, les émotions, très souvent, il y a des croyances. Il y a des croyances. Et c'est ces croyances qui vont générer des émotions qui sont totalement inadéquates avec le réel. C'est l'anxiété, le principe de l'anxiété est là. Pourquoi véritablement quelqu'un a une phobie alors qu'il y a de prendre un ascenseur ou de prendre un avion, alors que le danger n'est pas du tout réel? C'est parce qu'il y a toute une représentation derrière qui va à un moment donné impacter fortement et induire un type d'émotion qui va être totalement paralysant. Donc ça, c'est la grande découverte de la thérapie cognitive et de tous les stoïciens. Ce ne sont pas les choses qui véritablement nous font du mal, mais le jugement qu'on porte sur les choses. Je crois que ça dit à peu près ce que tu viens de dire, il me semble. Hein, absolument, absolument, absolument. Et je rebondirai aussi sur une deuxième chose que j'ai vue plusieurs fois dans les propos, c'est comment aider une personne à changer ou s'il s'agit des autres en fait, hein, c'est-à-dire ils ont des croyances limitantes, ils se plaignent, etc. Si vous voulez aider une personne à changer, la première chose à faire, c'est vous mettre à l'écoute de ce qu'elle vit, sans chercher à la changer. Tiens, est-ce que ça va bien pour toi? Est-ce que tu te sens bien avec ça? Est-ce que tu te sens bien avec cette affirmation? Voilà. Et si la personne vous dit bah oui, je me sens bien, eh ben, c'est OK. Maintenant, si elle vous dit ah ben non, je ne me sens pas bien, mais c'est à cause de. OK. Est-ce que tu aurais envie que ça change? Et là, on va éveiller l'envie du changement. Mais pour qu'une personne ait envie de changer, il faut qu'elle ait une raison émotionnelle de le faire. Soit elle en a marre parce qu'elle a marre de souffrir à cause de ça. Et parfois, on n'en a pas eu encore assez marre. Il faut qu'elle en ait marre d'avoir marre. En fait, en quelque sorte, c'est comme ça que souvent on boude. Voilà, donc, il faut un inconfort intérieur ou la perception, évidemment, un ressenti, c'est l'envie d'aller mieux, l'envie de satisfaire une valeur. D'ailleurs, toute frustration, il y a ce qu'on appelle un système de valeurs important.
Donc, une frustration, elle découle d'un désir qui est caché. Derrière toute frustration, il y a le germe, pour moi, d'un désir, d'une ambition plus élevée. Donc, la première chose, si on veut aider un individu à bouger, c'est de l'écouter, c'est de lui demander « Qu'est-ce que tu ressens ?» Si c'est inconfortable, ben, en quoi c'est inconfortable? Et à partir de là, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Et si c'est vraiment inconfortable, qu'est-ce que ça te révèle d'important? Voilà. Donc là, je viens vous faire en très, très court. Évidemment, tout ça, ça s'apprend. Ça fait partie, évidemment, des formations. Voilà. Mais en gros, voilà, en quelque sorte, pour aider une personne à changer, il faut commencer par lui demander si elle a envie de changer. Et si elle a envie de changer, c'est lui demander qu'est-ce qu'elle ressent réellement à l'égard de vous, des autres, du monde, etc. Tout à fait. Je crois que notre boulot, c'est vraiment donner le goût de l'introspection. Donner envie véritablement aux gens d'aller à l'intérieur d'eux-mêmes pour s'y rencontrer, pour rencontrer le meilleur d'eux-mêmes qui se trouve à l'intérieur et vraiment donner cette envie, donner le plaisir aussi véritablement de l'introspection. Et l'introspection, elle peut passer par, c'est le connais-toi toi-même, hein, un peu de Socrate, mais elle est aussi émotionnelle. Voilà, quelles sont les émotions que je ressens? Il y a une approche que j'aime beaucoup qui s'appelle le focusing de Jen Glynn, et qui est tout simplement d'amener la personne à mettre des mots sur ses ressentis et sur ses émotions. Et ça fait un petit peu comme quand on a un mot sur le bout de la langue, dès qu'on le trouve, ça crée un changement intérieur, ça crée véritablement une rencontre avec soi-même. Et il faut faire la même chose aussi avec ses besoins, hein, découvrir ses besoins. J'aime beaucoup la communication non violente qui crée une interaction entre les besoins et les émotions parce que c'est vraiment très, très lié, mais vraiment le goût de l'introspection, hein, prendre du plaisir à apprendre à se rencontrer et à se connaître. Absolument. Parfait, parfait. Bah, écoutez, on arrive au bout. Est-ce que je peux avoir de votre part donc un petit mot de la fin? En tout cas, j'étais vraiment ravie que vous puissiez tous les deux parler de la même chose, mais d'une façon très différente. C'était très, très intéressant, passionnant. Je suis ravie que vous ayez pu vous rencontrer. J'espère que ce sera le début peut-être de plein d'autres choses ensemble, en tout cas. Donc, Paul, si tu veux commencer. Oui, alors je dirais que pour finir qu'en fait, nos croyances ne sont que des mensonges, en quelque sorte, puisque mensonges parfois positifs, parfois moins positifs. Moi, j'aime bien l'idée que les croyances sont que des mensonges et qu'au fond, quels sont les bons mensonges à se raconter finalement pour avancer dans la vie, pour être plus ouvert aux autres, pour être, voilà, se sentir plus aimé, etc. Et que, quelle que soit la croyance, finalement, ce n'est pas la croyance qui est importante, c'est ce qu'elle va permettre. Et voilà, c'est pour ça que je trouve que l'être humain est d'une magie absolument incroyable. Je trouve que c'est vraiment passionnant que de pouvoir s'ouvrir justement au fonctionnement de, de notre propre magie, en fait. Parce que c'est là que la magie. Ouais. Voilà, Ouais, un grand merci de votre accueil. Bravo à tous ceux qui nous ont suivis. On a un petit peu dépassé le temps d'ailleurs. Ouais. Voilà, c'est un thème vraiment passionnant et j'ai été très, très heureux de pouvoir rebondir tel deux joueurs de tennis, mais pas dans la compétition, mais dans la coopération avec toi, Aubert. Je trouve tes interventions très complémentaires et très riches. Voilà, merci beaucoup pour ça. Juste la belle croyance, c'est celle qui nous apprend à nous aimer nous-mêmes, à aimer les autres et à aimer la vie. Voilà. À partir du moment où une croyance participe véritablement à ce magnifique programme, j'adopte, j'adhère, même si c'est un mensonge. Ben, écoutez, parfait, parfait à tous les deux. Vraiment, j'espère que ce webinaire vous a plu. J'espère que vous avez pu apprendre de choses intéressantes. En tout cas, Paul a un institut qui s'appelle Paul Pironnet Institut. Vous pouvez aller voir sur le site internet si ça vous intéresse. Aubert, l'école des apprentis sages. Voilà, chacun d'entre vous a cette particularité que je trouve passionnante, qui est en fait d'aimer l'humain avant tout et de l'aider. Et vos croyances sont vraiment très belles et nous donnent vraiment plein d'espoir dans cette période quelquefois un peu compliquée. Donc voilà, au plaisir de vous retrouver bientôt pour d'autres webinaires. Nous en avons à peu près une fois par mois. Et au plaisir, Paul, de te revoir bientôt et Aubert également.